La technologie va-t-elle supprimer tous nos emplois? C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qui alimente des débats sans fin, des espoirs un peu fous et de vraies angoisses. Mais et si le problème venait de la façon même dont on pose la question? Si on changeait juste de point de vue, en passant de la nation à l'entreprise, on va voir que le paysage, eh bien, il change complètement. Cette peur que la machine remplace l'humain, elle ne date pas d'hier, loin de là. Il suffit de relire Aristote. C'est fou, non? Il y a plus de 2000 ans, il imaginait déjà un monde où des automates feraient le travail à notre place. Ça prouve que cette angoisse, au fond, elle est peut-être moins liée à la technologie qu'à notre propre condition humaine. Et cette crainte, ce n'est pas juste une lubie de philosophes grecs. Elle a traversé les siècles et elle refait surface à chaque grande révolution technologique. Quand on regarde cette frise, on voit bien que c'est toujours la même histoire qui se répète, encore et encore. Au XVIe siècle, les imprimeurs qui font grève, aujourd'hui les débats sur l'IA. À chaque fois, chaque vague d'innovation a ramené son lot d'angoisse pour l'emploi. C'est un cycle, un vrai cycle historique. En fait, au cœur de cette angoisse, il y a une idée économique toute simple, presque intuitive. On remplace le travail des gens par des machines, donc du capital. L'image est forte, hein, un robot qui prend la place d'un ouvrier sur une chaîne de montage. C'est cette vision, très directe, qui nourrit le débat public depuis le tout début. Le vrai problème, c'est que même si on en parle depuis des siècles, le débat aujourd'hui, il n'avance pas. On est souvent coincé, complètement bloqué entre deux visions extrêmes et irréconciliables. D'un côté, on a les super optimistes, ceux qui nous jurent que la technologie va tout régler et nous amener un futur radieux. Et de l'autre, les prophètes de l'apocalypse, qui nous prédisent la fin du travail et le chaos social. Cette opposition, on la voit partout, à la télé, sur les réseaux, et ça bloque complètement la discussion. Alors, pourquoi on tourne en rond? Souvent parce que le débat est biaisé. On se sert de l'argument de l'emploi pour défendre une idéologie, en fait. Les raisonnements sont partiels, on ne regarde qu'un petit bout du problème. Et le résultat de tout ça? Beaucoup d'inquiétudes, mais très très peu de solutions concrètes. On est loin d'une analyse vraiment scientifique. Bon, alors comment on sort de cette impasse et si la solution c'était tout simplement de changer de perspective, de déplacer la caméra, en quelque sorte, pour regarder la scène sous un autre angle? D'habitude, quand on parle de ce sujet, on regarde les choses de très très haut. On analyse les grands chiffres, le taux de chômage d'un pays, l'impact sur tout un secteur comme l'automobile. C'est ce qu'on appelle l'approche macroéconomique. C'est utile bien sûr, mais ça ne dit pas tout. Et là, l'idée, c'est de faire tout l'inverse. On arrête de regarder le paysage depuis un satellite et on zoome. On zoome à fond jusqu'à se retrouver à l'intérieur d'une seule entreprise pour se demander mais comment les patrons réfléchissent? Pourquoi est-ce qu'ils décident d'adopter cette technologie-là et pas une autre? C'est en se mettant à leur place qu'on peut commencer à comprendre. Et voilà, c'est là le vrai changement de perspective. La technologie, ce n'est pas une sorte de force de la nature qui détruit des emplois à main ouragan. Pas du tout. C'est un outil. Un outil que des managers, des chefs d'entreprise choisissent d'utiliser pour des raisons stratégiques bien précises. Et comprendre ces raisons, c'est la clé de tout. Parce que oui, l'innovation, c'est une arme dans la compétition économique. Voyons un peu plus concrètement comment les entreprises s'en servent pour gagner. En gros, il y a deux grandes stratégies. Soit une entreprise utilise la tech pour produire beaucoup moins cher que ses concurrents, c'est ce qu'a fait Pechini avec l'aluminium, soit elle s'en sert pour créer un produit absolument unique que personne d'autre ne peut copier, comme Dupont avec son nylon ou Xerox avec le photocopieur. Dans les deux cas, vous voyez, l'objectif premier, ce n'est pas de supprimer des postes, c'est de prendre l'avantage sur le marché. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'innovation, c'est l'arme numéro 1 du challenger. C'est l'outil parfait pour une entreprise qui veut bousculer l'ordre établi et piquer la place du leader. Essayer d'attaquer un géant bien installé sur son marché sans une innovation de rupture, c'est quasiment mission impossible. Ok, mais pour faire cette analyse sérieusement, il faut qu'on soit au clair sur les mots qu'on utilise. C'est super important pour ne pas tout mélanger. On mélange tout le temps ces deux termes, invention et innovation. Pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. L'invention, c'est l'idée de génie, la découverte dans un labo. L'innovation, c'est quand on transforme cette idée en un produit qui se vend, qui arrive sur le marché. Et parfois, elle peut se passer des dizaines d'années entre les deux. Ce qui a un impact réel sur l'emploi, ce n'est pas l'invention, c'est l'innovation. Et le progrès technique, qu'est-ce que c'est d'un point de vue économique? Attention, ce n'est pas juste remplacer un humain par une machine. Non, le vrai progrès technique, c'est une amélioration qui permet de produire la même chose, mais en utilisant moins de ressources au total. Moins de travail ou moins de capital, ou un peu moins des deux. C'est une recherche d'efficacité globale. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière question, qui est peut-être la plus importante.
Et si, en regardant la technologie non plus comme une fatalité qui nous tombe dessus, mais comme un ensemble de choix stratégiques faits par des entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas enfin mieux gérer son impact sur les gens? C'est peut-être ça la vraie clé pour penser l'avenir du travail.